Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Brelet, un artiste nomade, pour vous parler de la potabilité de l'eau, en particulier quand on est en véhicule. Nous ne sommes pas des spécialistes dans le domaine de l'eau, donc tout ce que nous allons vous dire, c'est lié à nos recherches que nous avons faites. Et nos expériences réciproques sur chacun de nos véhicules. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer les différentes méthodes de purification de l'eau qui peuvent être installées dans un véhicule aménagé. Nous ne vous parlerons pas d'une marque en particulier, car nous vous laissons libre de choisir votre système de purification. Alors, peux-tu nous dire quels sont les critères pour choisir un système de purification d'eau ? Alors, pour choisir, il faut déjà voir l'espace disponible dans le véhicule, la qualité de l'eau qui va être consommée. Là, ça va dépendre des pays dans lesquels on est, puisque même en Europe, tous les pays n'ont pas un système de purification de l'eau aussi performant qu'en France. Et bien sûr aussi des endroits où on s'approvisionne. Certaines personnes mettent carrément de l'eau de rivière dans leur cuve. Donc là, il faut vraiment être hyper vigilant quand on fait ça. Nous, personnellement, on ne le conseillerait pas trop. Mais il y a des personnes qui le font. Il faut aussi prendre en compte la précision de la purification qu'on souhaite atteindre et le budget, parce que tous ces systèmes ont un coût. Oui. Alors moi, juste pour une petite anecdote, dans mon camion, j'ai un filtre japonais. À l'époque, qui m'avait coûté dans les 1300 et quelques euros. Je l'avais revu sur un site, sur le même site, à 1500 et quelques. Je crois que maintenant, il ne se trouve plus. Donc ça, c'est juste pour un filtre. Donc ça a un coût. Peux-tu nous expliquer quels seraient les critères pour qu'une eau soit potable ? Alors pour être considérée comme potable, l'eau ne doit plus contenir de bactéries, de virus, de parasites et de substances chimiques, ou en contenir juste des traces. Ça en contient des choses, l'eau. Hein. Ah oui, ça peut contenir beaucoup de choses. Par contre, l'eau, pour être potable, doit encore avoir des sels minéraux, comme le calcium et le magnésium, et des oligoéléments, comme le silicium ou le zinc. Ah oui, donc faut pas tout vider en fait. C'est là où, par exemple, le système de l'osmose, les osmoseurs, l'osmose inversée, peut poser du coup un problème. Oui, parce qu'il me semble que l'osmose vide tout. On est à la limite de l'eau déminéralisée. Oui. Ouais, ça, par contre, c'est pas potable. Ah bah non, parce que notre corps a besoin des sels minéraux et des oligoéléments pour s'hydrater. Donc si on lui donne une eau qui est déminéralisée ou quasiment déminéralisée, et ben sur le long terme, ça marche pas. Ça revient à demander un verre d'eau sans eau. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Purifier l'eau, c'est chercher un équilibre entre retirer un maximum de choses qu'on ne veut pas garder pour éviter de tomber malade et conserver un maximum de minéraux et d'oligo-éléments. Il faut réussir à trouver l'équilibre en fait. Votre sensibilité aux germes présents dans l'eau va aussi dépendre de votre biotope intestinal, de votre immunité, de votre génétique, etc. On n'est pas égaux à ce niveau-là. Donc si vous voulez creuser davantage ce sujet, au niveau de la potabilité de l'eau, les critères, tout ça, nous vous mettons les liens vers les directives de qualité pour les eaux de boisson édictées par l'OMS, ainsi qu'un petit tour d'horizon très succinct de l'eau potable dans le monde. Tout ça, c'est donc sur le site de l'OMS et on vous met ça sous le podcast. Est-ce qu'il y a des choses à faire avant d'installer un système de purification dans un véhicule ? Nettoyer la cuve et le circuit d'eau. C'est déjà pas mal. Pourquoi ? Ah bah parce qu'en fait, une cuve, comme tout ce qui va être immergé dans l'eau, qui va contenir de l'eau pendant très longtemps, il va y avoir un biofilm qui va se former, justement, c'est lié à toutes les bactéries et tout ça. C'est quand on passe la main, ça fait un peu visqueux, un peu gluant. Huileux. Voilà. Donc ça, il faut vraiment l'enlever. Parce que là, ça veut dire qu'il est grand temps de nettoyer. Et donc voilà, il faut vraiment soit mettre une cuve propre dans son véhicule, soit bien nettoyer sa cuve et bien nettoyer aussi tout le système des tuyaux
avant d'installer un système pour potabiliser l'eau. Et ensuite, il faut l'entretenir régulièrement. Et là, ça dépend. Si c'est en France, on peut nettoyer la cuve et le système seulement 2 fois par an. Et par contre, selon la qualité de l'eau qu'on va mettre dedans, il faut le faire à faire beaucoup plus souvent, hein, éventuellement. Et ça, on pourra en parler mercredi prochain. De l'entretien du système d'eau. Entretien, réparation, nettoyage. Voilà. Alors là, on parle de plein de méthodes pour purifier l'eau, mais si le système qu'on a mis en place tombe en panne ou casse, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence pour purifier l'eau dans le but de la boire? Alors, il existe 2 méthodes très simples. C'est tout d'abord le traitement par ébullition. Donc à partir du moment où on a de grosses bulles, on laisse continuer l'eau à bouillir pendant plusieurs minutes, idéalement 10 minutes. Donc ça demande du matériel de combustion, hein, du bois, du gaz, quelque chose. L'eau après, elle est assez fade. Par contre, le gros avantage, c'est que du coup, on a tué une grande partie des bactéries et des virus. Est-ce que là, elle est vraiment potable? Elle est potable, elle peut être bue. Par contre, si dedans il y avait au départ beaucoup de pesticides, beaucoup de nitrates et tout, il reste aussi. Donc, d'accord. voilà. Donc ça reste une méthode d'urgence. Ça reste une méthode d'urgence. En plus, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Oui. Je crois qu'au niveau du bois, on parle de 1 kg de bois pour faire bouillir comme ça 1 litre d'eau. Hein. Ça fait beaucoup. Ouais. La seconde méthode, c'est la désinfection solaire, dite méthode SODIS. Il suffit de laisser des bouteilles transparentes en plastique ou en verre, remplies d'eau, qu'on met en plein soleil, au minimum, pendant 6 heures. En général, c'est entre 6 et 24 heures. Et alors là, on se rend compte un petit peu de la problématique de cette méthode, c'est que ça va vraiment dépendre de l'ensoleillement. Plus il y aura de soleil et plus du coup ce sera court, plus le temps est nuageux et plus du coup ça va être long. Et c'est très compliqué de savoir en fait à quel moment on est rendu. Alors en mettant du jus de citron dans l'eau, on pourrait raccourcir un petit peu la durée. Cette méthode permet principalement d'éliminer en grande partie les bactériocolies. Pour le reste, pas forcément beaucoup. Hein. Voilà, ça reste une méthode qui est utilisée dans certains pays africains ou dans certaines régions indiennes parce qu'ils n'ont rien d'autre. On va dire que c'est mieux que rien, mais c'est pas la panacée non plus. Hein. Bien sûr, avant de mettre en place une de ces 2 méthodes, il faut filtrer l'eau pour enlever les éléments en suspension s'il y en a dedans. Hein. Très important. À l'échelle d'une ville, comment ça se passe une filtration? Il y a 3 éléments. Un pré-traitement, un traitement principal et une finition. Le pré-traitement permet de retenir les particules de taille importante avec un filtre à sable par exemple. Le charbon actif va éliminer les composés organiques et une partie des métaux lourds et des pesticides. Le chlore désinfecte l'eau. Et c'est aussi à ce moment de pré-traitement qu'on va régler le pH, puisqu'il y a certaines eaux dans certaines régions qui sont assez acides, et du coup ça attaque tout ce qui est métallique. Ensuite, le procédé principal peut être l'UV, l'ozone ou encore la nanofiltration avec une séparation membranaire pour retenir vraiment les virus. Là, de toute façon, le but du procédé principal, ça va être d'éliminer les bactéries, les virus, les contaminants, un maximum de choses en fait. Et puis la finition, ça a souvent comme but de terminer la purification et d'améliorer l'aspect et le goût de l'eau. C'est là qu'on va essayer de chercher à enlever un goût qu'elle pourrait avoir, à l'adoucir, des choses comme ça. Voilà pour la théorie. Alors maintenant, on va passer justement à la pratique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle d'un véhicule? Alors, d'abord, on peut filtrer entre le robinet de remplissage et la cuve. On peut purifier l'eau dans la cuve. On peut filtrer à la sortie de la pompe
on peut aussi filtrer au niveau des robinets. Donc on va détailler maintenant chacun de ces différents systèmes. Alors, la filtration au remplissage. Alors, ça permet d'éviter la contamination de la cuve, en particulier quand on est dans des pays où l'eau n'est pas vraiment potable ou quand le robinet ou le tuyau de remplissage sont contaminés, par exemple, par des bactéries fécales. Ça arrive sur certaines aires où il n'y a qu'un seul robinet pour nettoyer aussi la cassette des toilettes et du coup, des fois, on va trouver des matières fécales, des restes au niveau du robinet. Sympathique. Oui, très. Ou bien aussi, moi ça m'était arrivé, j'allais sur une aire qui était vraiment très sale, les gens vidaient leur cassette de toilette directement sur la dalle et il fallait faire passer le tuyau sous le véhicule pour le remplir parce qu'il n'y avait pas la possibilité de se mettre dans l'autre sens, c'était vraiment très complexe. Et du coup, j'avais souillé comme ça mon tuyau de remplissage terre avec des bactéries fécales et donc c'est vraiment pas cool quoi. Alors ces systèmes, ce sont souvent des petits filtres qui se clipsent sur le tuyau de remplissage. C'est vraiment facile d'utilisation, c'est peu encombrant. Le coût d'achat est abordable en fonction du modèle. Le filtre doit être changé selon les préconisations du fabricant et aussi selon la qualité de l'eau que vous mettez. Si c'est l'eau que vous prenez en France sur des robinets d'eau potable ou si c'est l'eau que vous allez prendre dans des pays où l'eau elle est franchement pas potable. Il faut aussi nettoyer le filtre vraiment régulièrement. Par contre, cette solution, son inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas être mise en œuvre quand on ne remplit pas la cuve avec un tuyau. Si on remplit la cuve avec des bidons, là, on ne peut pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la purification de l'eau dans la cuve ? Alors là, il existe les ultraviolets, l'ozone ou encore l'utilisation de produits chimiques. Alors, les produits chimiques, ça va être du chlore, de la javel, de l'argent colloïdal par exemple, ou d'autres molécules, puisque maintenant il existe plein de comprimés de toutes sortes de molécules aussi. C'est pas toujours très économique selon le prix justement de ces cachets, de ces molécules. Par contre, c'est très efficace, ça élimine vraiment les bactéries et les virus. Bon, après, il faut quand même faire attention selon le procédé qu'on va utiliser. Peut-être avoir un filtre après pour filtrer les résidus qu'il pourrait y avoir, des choses comme ça. Parce que eux, voilà, ils vont pas enlever des éventuels résidus de pesticides ou de choses comme ça. Il faut aussi avoir vraiment un event sur sa cuve, notamment quand on utilise du chlore, parce qu'il faut que les vapeurs de chlore puissent s'évacuer. La purification par l'ozone ou par l'UV sont très efficaces. Par contre, c'est un peu coûteux. Il faut faire aussi attention à la forme de sa cuve, parce que selon la forme de la cuve, ça peut être moins efficace. Là, il faut vraiment se renseigner au niveau des critères du fabricant. En tout cas, le but, ça va être de garder l'eau potable dans la cuve, d'éviter le développement aussi des fameuses légionnelles qui ne s'attrapent pas en buvant l'eau, mais en respirant les gouttelettes quand on se lave les mains, quand on prend sa douche, quand on fait la vaisselle. Et quand la température dans la cuve augmente, c'est vrai que la légionnelle, elle se développe de plus en plus. Mais de toute façon, elle se développe toujours dans l'eau stagnante. Alors, tu dis qu'elle se développe quand l'eau de la cuve augmente en température. À quelle température on part ? À peu près. Elles peuvent être même à des températures en fait basses, parce que on en retrouve des fois dans des systèmes même de climatisation. Par contre, c'est vrai qu'elle se développe vraiment très très bien à une vingtaine de degrés. Quand l'eau est à une vingtaine de degrés, jusqu'à 30-40 degrés, elle se développe très bien. Au-delà, après, non, elles peuvent plus se développer. Ah oui, donc en fait, tous les étés, surtout avec les étés qu'on a maintenant, les cuves, elles sont facilement au-dessus de 20 degrés. Ah oui. Je vais y penser, moi. Et puis, c'est vrai que même avec une température plus basse, en fait, quand on va sur le site, par exemple, de l'Institut Pasteur, c'est là qu'ils expliquent que, on en a retrouvé aussi dans des systèmes de climatisation, dans des systèmes, en fait, avec des températures quand même assez basses.
Donc voilà, elles peuvent se développer assez facilement. Ces systèmes-là, l'ozone, les UV, les cachets divers et variés vont tuer aussi les autres bactéries, enfin tous les pathogènes comme ça qui vont se développer. Et ça va éviter aussi la formation du biofilm sur les parois de la cuve. Quand on utilise un système à l'ozone, il faut aussi avoir un event pour évacuer les gaz d'ozone. Aucun de ces systèmes-là ne filtre donc les polluants, tout ce qui va être pesticides, métaux lourds et tout ça. Les systèmes à ozone et à UV nécessitent un entretien régulier et ils consomment un tout petit peu d'électricité en 12 volts. Donc il faut penser à faire un branchement. Oui. Voilà. Et il faut faire une installation sur la cuve, puisqu'évidemment, quand on vend même un camping-car, il n'a aucun système pour purifier l'eau. Ça, c'est extraordinaire. Alors ensuite, il y a la purification après la cuve. On peut installer un purificateur après la pompe à eau. Cette solution est intéressante quand on a plusieurs points d'eau, ce qui est fréquent dans les camping-cars et les poids lourds aménagés. Le principal inconvénient, c'est que l'eau peut se contaminer dans les tuyaux du circuit d'eau, notamment s'il est long et pas très bien entretenu. S'il y a un seul point d'eau, il est préférable de filtrer l'eau juste avant ou juste après ce robinet, par exemple au niveau de la cuisine. Il y a la possibilité d'avoir des systèmes avec des pompes manuelles. Toi, tu en avais une dans ton camping-car. Ouais, on parlera pas de marque, mais Non. oui, c'est une petite pompe manuelle et ça forçait l'eau à passer dans un filtre céramique. Céramique et charbon actif. Voilà, céramique et charbon actif au cœur et il fallait le nettoyer régulièrement. Il y a aussi des filtres qui sont portables, comme les pailles filtrantes, les gourdes avec des filtres intégrés ou encore les filtres à gravité qui ont énormément de succès. Ces systèmes contiennent généralement un filtre en céramique pour retenir les bactéries et un filtre à charbon actif pour retenir les polluants, les métaux lourds, les résidus de pesticides, etc. Certains systèmes plus perfectionnés ont un filtre membrane avec des fibres creuses. Là, c'est vraiment pour retenir les virus et les bactéries, puisqu'il faut penser que les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries. Et donc, un filtre à céramique ne retiendra pas les virus. Et un filtre à simple charbon actif ne retiendra ni les virus ni les bactéries. Les pores sont beaucoup trop gros. Par contre, tous ces systèmes nécessitent un entretien rigoureux. Surtout si on ajoute de l'eau tous les jours, ce qui est le cas pour les filtres à gravité. L'eau ne doit pas stagner dedans. Il faut faire attention au risque de relargage plus tard, de métaux lourds retenus dans le filtre, des bactéries aussi qui peuvent proliférer dedans. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien les nettoyer. Et régulièrement. Oui. Beaucoup de ces filtres, du coup, contiennent des ions argent pour justement éviter les proliférations bactériennes. Le problème de ces ions argent, c'est qu'ils peuvent être relargués dans l'eau au fur et à mesure. Et sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit très très bon pour la santé. L'argent, c'est vraiment un super bon désinfectant. Ça tue vraiment très bien les bactéries. Le problème, c'est qu'il fait pas du tout la distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Notre biotope intestinal, ce sont des bactéries et on en a énormément besoin pour vivre, et en plus on a des bactéries, maintenant on se rend compte qu'on a des biotopes particuliers sur chacun de nos organes. Donc l'argent, il y a quand même peut-être un risque qu'ils viennent un peu mettre le bazar là-dedans sur le long terme. J'imagine. Il faut aussi penser au coût, pas seulement regarder le coût d'achat de ce filtre, mais aussi son coût quand on s'en sert, parce que justement, il y aura les différents éléments à changer, parfois des robinets même à changer et tout, donc il faut vraiment regarder le coût à l'usage. Il faut aussi penser que va pas falloir le nettoyer que tous les 6 mois. Certains fabricants préconisent un nettoyage tous les 6 mois, c'est clairement pas assez. Il faut nettoyer son filtre toutes les semaines. C'est vraiment un strict minimum quand on a une eau qui est déjà propre. Si l'eau elle est pas très propre, si elle est assez contaminée, là il va falloir la nettoyer encore plus souvent que ça. Faut pas attendre qu'il soit, par exemple, que le filtre à céramique soit ouvert, parce que alors là, c'est vraiment trop tard. Il faut faire attention aussi quand on est dans une région où l'eau est très calcaire, ça va avoir tendance à colmater au niveau des pores du filtre et à réduire son efficacité. Dans tous les cas, utiliser un filtre ou plusieurs systèmes de filtration, c'est quand même moins polluant que d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. Alors parmi ceux qui nous écoutent, certains vont peut-être se lancer dans l'installation d'un système de filtration.
dans leur véhicule ou chez eux. Ils vont alors chercher sur Internet et trouver plein d'infos de la part de fabricants. Que faut-il retenir de ces infos? Eh ben là, c'est le gros problème. Parce qu'il n'y a pas de régulation au niveau de l'État, au niveau national. Donc c'est chaque fabricant dit et fait un petit peu les choses dans son coin. Il ne faut pas se fier aveuglément à leurs belles promesses. Hein. C'est un marché, la purification de l'eau, qui rapporte quand même beaucoup d'argent, qui est en croissance, puisque même maintenant dans les maisons ou dans les appartements, les gens mettent des purificateurs pour essayer de filtrer les résidus de pesticides qui sont restés et tout ça. Donc le lobbying, il est quand même très important au niveau des entreprises qui vendent tous ces systèmes-là. Les fabricants, ils financent les études qu'ils affichent sur leur site. Ils payent aussi pour être certifiés. Dès qu'on voit une certification, l'organisme, ce sont des organismes privés, ils ont été payés pour ça, au vu des rapports en fait que l'entreprise leur a fournis. On a déjà vu des scandales de fabricants, par exemple d'herbicides, qui sortaient des études faussement scientifiques qui prouvaient l'innocuité de leurs produits alors que ça tuait les travailleurs et les insectes. On a aussi eu des scandales concernant des dispositifs médicaux qui avaient le marquage CE alors qu'ils n'auraient jamais dû l'obtenir s'ils avaient vraiment parlé de la fragilité de leurs produits. Donc je ne dis pas que tout le monde ment, etc. Pas du tout, mais il faut quand même être vigilant parce que quand on nous sort quelques lignes avec des chiffres comme quoi ça filtre tant de pourcents de bactéries, de virus, de pesticides et tout ça, on n'a pas du tout la méthodologie de cette étude qui doit faire un nombre de pages pas possible. Et on n'a pas non plus les biais éventuels, les conditions dans lesquelles ça a été mis en œuvre, etc., l'eau qu'ils ont utilisée au départ. Donc tout ça, ce sont des chiffres qu'ils avancent, mais il n'y a pas d'organisme en fait non financé par eux qui a vérifié. Il suffit de voir avec les carafes filtrantes, au tout début des années 2000, c'était vraiment le truc qui avait le vent en poupe, on nous sortait des chiffres fantastiques, et puis en fait on se rend compte que la quasi-totalité de ces carafes filtrantes, c'est quand même plutôt de l'arnaque. Donc quand on veut prendre un filtre, il faut être vigilant là-dessus, faut pas trop croire non plus toutes les belles promesses. Quand on voit un filtre à charbon qui promet de retenir les bactéries, voire les virus, là il faut quand même être très méfiant, parce que c'est pas son rôle au charbon actif, clairement. Et puis des petits filtres qui disent qu'ils vont filtrer davantage qu'une grosse station de filtration qui sont dans les villes. Je pense que si les petits filtres ils pouvaient être aussi efficaces que ça, les grosses stations de traitement de l'eau des villes, elles ne laisseraient absolument aucun résidu de pesticides ou de médicaments dans l'eau. Ce qui n'est pas le cas. Parce que eux, faut voir tout ce qu'ils utilisent à la chaîne. C'est complètement dingue. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a des fois à la sortie encore des bactéries, même s'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et des fois, il y en a encore un petit peu, il va rester des pesticides un petit peu, il va rester des nitrates, il va rester des résidus médicamenteux, parce que ça, c'est hyper compliqué à filtrer. Donc, bien sûr, les gens qui vont utiliser ces filtres, qui parfois sont de simples filtres à charbon actif, ils peuvent en être très satisfaits. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas fait d'analyse de leur eau. Même nous, quand on a utilisé des filtres, on n'a jamais fait analyser notre eau. On n'y pensait même pas, en fait. Puis c'est un coût de faire des analyses de son eau. Et c'est vrai que c'est peut-être un tort, parce que finalement, les gens qui boivent l'eau de leur puits font des tests de leur eau 2 fois par an. Donc, c'est vrai que quand on boit l'eau de sa cuve, à la sortie de son filtre, ce serait peut-être pas mal de savoir. Et évidemment, alors, il y a des tests pour savoir au niveau des bactéries et des virus pathogènes. Mais après, il y a aussi des tests beaucoup plus poussés et beaucoup plus coûteux, justement, pour chercher des pesticides, pour chercher des métaux lourds. Et puis alors là, la liste pourrait être presque infinie, parce qu'il suffit de voir le nombre de molécules que contiennent les pesticides, et puis quand ils se recombinent et tout ça, c'est juste énorme. Même des fois, quand on utilise un système de filtration qui ne va pas être super performant, on ne tombe pas malade. Parce que notre immunité s'adapte aux bactéries et aux virus qu'on va rencontrer fréquemment. Sauf parfois qu'on va être bien malade.
Cette capacité de l'organisme, ça explique pourquoi les touristes, ils font des touristas et pas les locaux. C'est juste que les locaux, ils se sont habitués, leur système immunitaire s'est habitué, et ceux dont le système immunitaire ne s'est pas habitué, comme ce sont souvent des pays avec un système de santé beaucoup moins performant que le nôtre, souvent malheureusement ça s'est pas très bien fini pour eux. Et puis ça n'empêche pas que des fois ils vont quand même tomber sacrément malades parce qu'ils vont rencontrer une bactérie beaucoup plus sévère ou qu'ils vont avoir des défenses immunitaires temporairement plus basses. Alors, sur tout ce que tu viens de nous expliquer, quelles seraient les grandes lignes à retenir? Alors, moi, je conseillerais au minimum un système pour purifier l'eau dans la cuve. Au minimum, déjà, pour garder une eau potable dans la cuve, limiter le développement des légionnelles et garder au maximum une cuve propre le plus longtemps possible. Voilà, ça, c'est vraiment pour conserver la potabilité de l'eau, la purification de l'eau dans la cuve. Mmh. Ensuite, ça va dépendre de vos besoins, de votre budget. On peut envisager un filtre avant la cuve, selon où on prend l'eau. On peut envisager un autre filtre, par exemple au charbon actif, au niveau du robinet, de la cuisine, au niveau de l'évier, là où on prend de l'eau pour boire, pour laver ses légumes, pour cuisiner. Bien sûr, nettoyer sa cuve et son réseau d'eau au minimum 2 fois par an. Nettoyer les filtres très régulièrement, 1 fois par semaine, voire plus. Les changer selon les préconisations du fabricant et surtout selon la qualité de l'eau qu'on va utiliser. Mais voilà, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous êtes vraiment très limité, là j'aurais tendance à dire un système de purification de l'eau de la cuve, même peut-être éventuellement des cachets à mettre dedans, mais au moins déjà c'est ce qui préviendra le maximum de choses pour rester en bonne santé en fait. Et évidemment, si vous allez dans des pays où l'eau est vraiment pas du tout potable et que vous n'avez pas les moyens de mettre plusieurs systèmes de filtration au niveau de la cuve, après la cuve et tout, là c'est vrai que les bouteilles en plastique ça reste peut-être l'alternative qui est encore la plus sécurisante parce qu'il faut quand même penser à sa santé aussi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce gros sujet très complexe et qui a parfois tendance à déchaîner un peu les passions, qui est la purification de l'eau. Mercredi prochain, nous vous parlerons de l'entretien et du nettoyage donc, du système d'eau dans un véhicule. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram, @ChrystalGento et @ClairObscur. C'est notre compte professionnel artistique. Samedi qui vient, samedi 5 novembre, nous sommes à la galerie de Château du Loir, la galerie Anne Classe. Nous y sommes toute l'après-midi pour le vernissage puisque nous exposons des photographies dans cette galerie pendant le début du mois de novembre. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à mercredi prochain.